Pourquoi n'y a-t-il aucun véritable remplaçant à Game of Thrones en termes de popularité? Pourquoi parle-t-on de la fin de l'âge d'or de la télévision? Et comment expliquer 3 ans d'attente entre 2 saisons ne comportant que 8 épisodes? Je vous propose d'examiner le paysage actuel de la série, et notamment de la télévision de prestige. De 2011 à 2017, 7 saisons de Game of Thrones ont été produites et diffusées, soit une par an, de 10 épisodes chacune, à l'exception des 7 épisodes de la saison 7. Ensuite, il a fallu attendre 21 mois entre la saison 7 et la dernière, qui a commencé en avril 2019 et comptait 6 épisodes. Depuis lors, plusieurs chaînes et surtout des plateformes de streaming ont essayé de reproduire ce phénomène mondial, sans succès. On pourrait consacrer une vidéo entière au cas spécifique des séries de fantasy qui n'ont pas pu accomplir l'impossible. Entre The Witcher qui a baissé de qualité de saison en saison, La Roue du Temps injustement annulée par Prime Video alors que l'évolution qualitative suivait un chemin inverse à celle de The Witcher, Les Anneaux de pouvoir dont on pourrait discourir pendant longtemps mais qui a déçu les espoirs légitimes de grands successeurs, entre véritables défauts et campagnes de dénigrement gratuites, et enfin House of the Dragon, à qui on pourrait peut-être encore laisser le bénéfice du doute, si ce n'était l'accueil mitigé de la saison 2 et le délai avant d'en voir arriver la suite. La quête du nouveau Game of Thrones s'est avérée infructueuse, mais pas totalement vaine pour autant, si on part du principe qu'aucune des séries citées auparavant n'aurait pu exister en l'absence de ce Saint Graal vers lequel les grandes plateformes ont tendu leurs mains avides. Cette course n'est pas réellement terminée, ceci dit, puisqu'on peut y voir une énième tentative avec la série Harry Potter, un investissement énorme, une projection sur une durée considérable, 10 ans, et l'adaptation d'un immense succès populaire. Seulement voilà, Game of Thrones ne racontait pas une histoire que plusieurs films avaient préalablement portée à l'écran, et son auteur n'est pas un transphobe acharné qui a juré de consacrer sa fortune à pourrir la vie d'une minorité qui voudrait juste vivre sans être systématiquement stigmatisée. Encore un sujet épineux qui me vaudra quelques commentaires d'excité, mais passons, ce n'est pas la question du jour. Je reviendrai sans doute en détail sur ce point fantasy, un genre que j'affectionne tout particulièrement bien sûr. Toutefois, j'ai envie d'aborder ici la question avec une perspective plus large sur l'évolution de la production et de la consommation des séries. La transformation de la série de télévision, de ses délais, des attentes des spectateurs, de la façon de les regarder, voilà un sujet complexe sur lequel jouent de nombreux facteurs, autant du côté des émetteurs que des récepteurs. Transition entre chaînes de télévision ayant des cases horaires à remplir et des plateformes de streaming cherchant à recruter et conserver des abonnés au rôle de la publicité, évolution vers un contenu se rapprochant de la qualité des films, transition d'acteurs de premier plan vers le petit écran, usage de plus en plus massif des effets numériques et évolution des équipes de production, sans oublier la tension entre quantité et qualité et l'éclatement des publics, en une multitude de niches d'intérêt. Je ne me voile pas la face, il est certain que je ne parviendrai pas ici à saisir l'ensemble des forces à l'œuvre, donc par avance j'ai conscience que cette vidéo ne sera pas exhaustive. Une chose est certaine, il devient de plus en plus difficile pour le public de s'investir dans une histoire quand on a d'un côté le risque d'annulation qui peut survenir à tout moment, et de l'autre une attente qui peut atteindre voire dépasser 3 ans entre 2 saisons. Lorsqu'on sait que la durée de visionnage d'une série, notamment dans la première semaine de sa sortie, est souvent considérée comme déterminante pour son avenir, du côté des exécutifs, des plateformes, pour estimer son succès et sa survie, on se retrouve avec un cocktail détonnant. Avant la montée en puissance de la télévision de prestige, on avait des séries qui étaient généralement plus épisodiques, en suivant une formule, un canevas type pour chaque épisode. Il y a des tas d'exceptions, bien entendu, et des séries excellentes et ou considérées comme cultes existaient bien avant l'époque de la télévision de prestige. Même si Les Sopranos est souvent considéré comme marquant le début de cette ère en 1999, on pourrait citer une autre série HBO qui la précède de 2 ans, à savoir Oz, la série carcérale. On peut d'ailleurs souligner l'étrange coïncidence qui veut que l'une des premières séries de prestige créées par Netflix était Orange is the New Black en 2013. On pourrait considérer X-Files aux frontières du réel comme un précurseur en 93, mais en réalité, c'est surtout Twin Peaks qui a démontré dès 90 qu'il était possible de proposer une série racontant une histoire originale, voire très originale, avec des ambitions artistiques affirmées et échappant à la formule d'une intrigue résolue par épisode. Quoi qu'il en soit, à la télévision, l'objectif était à la fois de remplir une case horaire et de réunir le plus de téléspectateurs en même temps pour vendre des plages de publicité le plus cher possible. Le terme de saison impliquait une durée couvrant la saison de programmation classique et la plus intense, courant de septembre à mai. Voilà pourquoi une saison de série comptait un nombre d'épisodes entre 20 et 26, souvent 22 ou 24. En tant que toute première chaîne de télévision payante au monde, HBO a fait le choix de proposer des séries ayant plus d'ambition, et ce, à tout point de vue. Cette tendance a ouvert la voie à de grosses prises de risques,
par les chaînes plus classiques, et on pense par exemple à Lost, bien sûr. Lost était pensé initialement par ses scénaristes pour tenir en 3 saisons, mais la chaîne leur a mis la pression et finalement, elle en a duré 6. Ironique quand on sait que maintenant, beaucoup de showrunners ne savent pas si leur série sera renouvelée pour une suite avant que les chiffres d'audience de la saison en cours ou même de la saison terminée ne soient passés à la moulinette des analystes. Évidemment, le modèle sans publicité, à l'époque du moins, et sans nécessité de forcément maintenir le spectateur en haleine dans l'attente de la résolution d'un cliffhanger d'un épisode à l'autre, a ouvert la voie à des expressions créatives différentes sur les plateformes payantes. La télévision de prestige est parfois comparée à un film artificiellement étiré sur la durée de 8 à 10 épisodes, alors que sur la télévision à l'ancienne, il fallait tout donner sur chaque épisode ou presque, sachant qu'une chaîne pouvait arrêter une série à mi-saison par exemple. Le fameux binge-watching dont Netflix a fait sa marque de fabrique pendant longtemps lève théoriquement la nécessité de laisser le spectateur sur le bord de son siège en fin d'épisode pour le motiver à attendre la résolution promise pour la semaine suivante avec impatience. Alors certes, on doit quand même capter suffisamment pour pousser à enchaîner les épisodes, mais ça va très vite sur Netflix, c'est assez différent. Le mode d'écriture que le binge-watching permet semble clairement avoir déteint sur des séries appartenant à des plateformes qui continuent de fonctionner sur une diffusion hebdomadaire, et là ça devient nettement plus pénible. Attention, personnellement je préfère la diffusion hebdomadaire dans la plupart des cas, mais pour ça il faut penser à chaque épisode comme une unité de narration propre et pas uniquement un huitième de l'histoire à raconter au total. En effet, un bon épisode devrait fonctionner comme un bon chapitre de livre avec une promesse, un défi intermédiaire à relever et une forme de résolution, ou du moins de progrès narratif, même si ce progrès est un revers pour les protagonistes. Ce sont là des nécessités narratives élémentaires, mais parfois on a vraiment l'impression que ce n'est pas du tout pris en compte, avec des épisodes de qualité terriblement inégale. Depuis la fin de Game of Thrones en 2019, on a eu 2 phénomènes. D'un côté, une déception très répandue portant sur certains choix narratifs, mais aussi sur la vitesse à laquelle les événements se sont enchaînés dans cette saison finale. Une déception proportionnelle, certainement, à l'attente immense et sans doute immodérée qui s'était accumulée autour de la résolution ultime de la série. De l'autre côté, une impression croissante de démultiplication des contenus, avec la montée en puissance de Netflix et de ses concurrents, une surabondance de films et de séries, parmi lesquels il n'était pas toujours évident pour les meilleures productions de surnager et d'être reconnus à leur juste valeur. Donc, si je résume, un peu de perte de confiance envers les promesses des grandes séries, et le piège de la quantité, de la surabondance qui vient remettre en question la capacité d'une seule série à réunir un public très large. Constat, mais aussi résultat, le public se fragmente de plus en plus, une tendance accélérée par l'impact social des réseaux sociaux sans doute, et toute la tendance de fond qu'on sent partout, notamment dans le marketing, à une individualisation toujours plus poussée. Chacun devient à la fois sa propre marque et le héros de sa propre histoire, mise en scène à coups de story et autres. Aimer les mêmes trucs que tout le monde, c'était plus forcément aussi cool qu'avant, et puis surtout, il y a tellement de vidéos à regarder que les séries souffrent beaucoup de la concurrence de YouTube, puis même d'Instagram, TikTok et j'en passe. On peut espérer qu'il est exagéré de dire que la capacité d'attention des jeunes ne leur permet plus de s'investir dans une série au scénario complexe. Néanmoins, tout scrupule d'abandonner une série en cours de route ou entre 2 saisons a disparu pour de bon, car l'attachement semble plus éphémère, sauf pour 2 ou 3 licences peut-être, qui sont l'équivalent de passion, ou pas loin, pour celles et ceux qui les suivent. C'est là que l'attente croissante entre les saisons vient enfoncer un clou dans le cercueil de l'implication des fans. Je ne vais pas multiplier les exemples, certes on a eu la fameuse grève des scénaristes qui a suivi le pic le plus aigu de la pandémie et Covid, mais depuis le problème ne s'est pas résolu, alors qu'il aurait pu. Plus les séries sont ambitieuses en termes de lieux, de nombre de personnages, de scènes de grande ampleur et d'effets visuels, plus on peut comprendre les délais. Néanmoins, Game of Thrones réunissait toutes ces complexités et a bel et bien réussi à sortir une saison par an sur 7 des 8 qui la composent. On a donc bien quelque part une question de savoir-faire et de volonté. Le savoir-faire d'abord, Game of Thrones filmait sur plusieurs lieux en simultané avec plusieurs équipes, et quoi qu'on dise d'eux, Weiss et Benioff sont apparemment d'excellents organisateurs qui se sont entourés de toute évidence d'excellents coordinateurs. Quant à la volonté, c'est sans doute le point le plus affligeant. Les plateformes attendent qu'une saison soit écrite, tournée, diffusée, que toutes les équipes soient reparties sur d'autres projets pour commencer à réfléchir à l'éventuel renouvellement de la série selon les résultats en termes d'audience. J'exagère sans doute, mais à peine, et certes cela s'explique par la prise de risque financière de ces grosses séries. Je pense qu'il y a d'une part pas mal à apprendre la possibilité de faire aussi bien avec moins de budget déjà, et d'autre part que les plateformes se tirent littéralement une balle dans le pied en laissant les spectateurs oublier non seulement les intrigues, mais parfois même les personnages et tout attachement à eux d'une saison à l'autre. Par exemple, on sait que la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a un peu souffert en termes d'audience par rapport à la première,
C'était en 2024, cette saison 2, et on apprend que le tournage de la suite de la troisième a commencé. En réalité, il aurait commencé plusieurs semaines avant cette communication officielle, mais bon sang, on est presque 1 an après le début de la saison 2. Sachant la longueur des tournages et de la post-production, il semble impossible que la série, que cette saison 3, ne sorte avant la toute fin 2026, et sans doute au final en 2027. C'est aberrant, d'autant qu'on avait l'impression d'un véritable engagement initial de la plateforme pour aller au bout de cette histoire en 5 saisons. Si un tel engagement était clairement annoncé et pris publiquement, cela changerait beaucoup pour les conditions de travail des scénaristes et de toutes les équipes de production. On aurait aussi l'opportunité de nettement resserrer les délais et de créer un rendez-vous véritable annuel. C'est apparemment plus ou moins ce que s'apprête à faire Warner via HBO Max avec la série Harry Potter, qui devrait sortir sur 10 ans. Vraiment dommage que cette approche encourageante vienne sur une licence déjà un peu surexploitée et accompagnée par le comportement plus que problématique de sa créatrice, directement associée au projet. On a l'impression que c'est du côté de Apple que les prises de risque originales sont les plus fortes sur Apple TV, sans doute parce que l'entreprise est absurdement riche du fait de son activité principale, et même là, pourtant, Severance a connu un hiatus de plus de 3 ans entre la première et la deuxième saison. Même si la grève des scénaristes a joué, on peut supposer que l'état d'esprit des équipes, leur méthode de travail, doit impacter ces délais de production. Ben Stiller lui-même disait sur Twitter que la différence de vitesse de production entre Severance et The Bear notamment est énorme. On peut trouver des tas d'explications bien sûr, mais parmi elles, on a nécessairement ces méthodes de travail que j'évoquais, méthodes de la télévision un peu à l'ancienne, à l'époque des saisons de 22 épisodes, qui se sont forcément diluées ou perdues. Au moins dans le cas de Severance, on peut se consoler en constatant que le résultat final est tout simplement exemplaire en tout point. Mais bon, ça reste trop long en termes d'attente. Tendance actuelle, les budgets commencent à se réduire. En effet, Tony Gilroy a clairement indiqué que les 650 millions de dollars investis dans les 2 saisons de la série Andor étaient un phénomène qui n'est pas prêt de se reproduire. C'est aussi pour rentrer dans les clous en termes de budget et de délai de production que la saison 2 de House of the Dragon semble ne pas avoir de finale. Les grands événements et batailles qui auraient dû couronner la saison ont été reportés à la 3e. La tendance à tourner des séries aussi chères que des films a entraîné une fonte du nombre d'épisodes et cela impacte la qualité narrative en retour. Les showrunners et scénaristes font au mieux, mais la contrainte des 8 épisodes a fait beaucoup de mal à la roue du temps et aux anneaux de pouvoir notamment. Cela se ressent avec une évidence palpable. C'est un impact inattendu de l'obsession de l'ambition cinématographique affichée qui se retourne contre la qualité scénaristique en la restreignant abusivement dans les temps de respiration et simplement de présence à l'écran des personnages quand on jongle avec autant de factions et de lignes narratives différentes. Quelle tristesse quand même d'investir autant de temps et d'argent sans permettre aux créatifs d'avoir le nombre d'épisodes nécessaires à leur histoire. C'est incroyablement contre-productif et typique des dommages issus des frictions entre processus comptables et artistiques. On a un chevalier des 7 royaumes qui suit un peu la tendance des séries moins chères dans le monde de Game of Thrones, mais cette fois c'est de toute évidence une stratégie de diffusion de HBO Max qui fait qu'on ne la verra que début 2026, alors qu'on parle de 6 épisodes de 30 minutes dont le tournage était terminé en septembre 2024. Quand je vous dis que c'est complètement fou, même quand ils ont une série prête, ils ne la diffusent pas, cette série n'aura pas de dragon, donc beaucoup moins de travail d'effets numériques, même si oui, j'ai bien conscience qu'il y en a de plus en plus sur des tas de plans et que les effets numériques ne se voient pas toujours comme un dragon au milieu d'un champ de cadavres. Du côté de Prime Video, alors que la saison 3 de La Roue du Temps était en cours de diffusion, une série comme Reacher cartonnait à mort et bien davantage, plus longtemps aussi apparemment. On ne peut pas en vouloir à une chaîne ou à une plateforme de mettre en avant une série bien plus simple à produire et très populaire. Parce qu'en effet, entre Reacher et La Roue du Temps, on se doute de laquelle est plus facile à produire. Au contraire, on pourrait même se demander si l'époque de la télé de prestige n'a pas mis de côté une partie du public. Dans l'idéal, la bonne approche consisterait à faire coexister des projets plus ambitieux en termes d'écriture et d'autres séries d'un genre plus plaisir coupable, mais sympathique, comme Reacher. Plus facile à dire qu'à faire, certes, j'en suis convaincu. Quoi qu'il en soit, on vient d'apprendre que One Piece, live action, saison 2, sortira en 2026 sur Netflix, tandis que Stranger Things se terminera en fin d'année avec une saison 5, 9 ans après la première et surtout 6 ans après la 3e. En l'occurrence, je pense que ce sera un succès malgré tout pour Stranger Things, mais pour le reste, nous voilà dans une période charnière qui impose prise de risque et réinvention des modes de production. Je vous rappelle que dorénavant sur la chaîne, nous avons 3 rendez-vous par semaine. Le lundi pour parler séries, le mercredi pour parler cinéma, et le vendredi avec un sujet libre. Ça peut être à nouveau cinéma, à nouveau série, ou encore un live, ou encore parler de livres, notamment livres de fantasy, c'est un de mes dadas. Donc soyez présents au rendez-vous, pensez à vous abonner, à laisser des commentaires, des pouces, et pour ceux qui ont les moyens, à devenir membre de la chaîne éventuellement. Et je vous dis donc à très vite, dès ce mercredi, pour de nouvelles aventures. Salut!